En manchette ce soir, le jour de la Terre mobilise. Près de 300 personnes ont marché dans les rues de Rouyn-Noranda. On a environ 300 personnes de confirmées, soit des écoles, soit des CPE. Puis à ça va se rajouter la population. Amos cherche l'équilibre entre l'environnement et l'économie. On veut diminuer notre empreinte au niveau de l'asphaltage, on veut améliorer le verdissement. Et après les inondations, les travaux tardent au ponceau de Pressac. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. On vient d'apprendre que l'usine de chantier Chibougamau, la série Béarn au Témiscamingue, pourrait fermer de façon temporaire cette semaine selon l'employeur. Pour l'instant, aucune garantie ne montre une réouverture prochaine. L'employeur affirme que l'usine roule à perte et qu'il faudrait des millions de dollars pour la moderniser. La fermeture touche 120 employés. Et d'ailleurs, sur la plateforme X, le ministre régional Jean Boulet se dit déçu de la fermeture. Pour souligner le jour de la Terre aujourd'hui, une marche a eu lieu plus tôt aujourd'hui à Rouyn-Noranda pour sensibiliser la population sur les enjeux environnementaux. Kimberly Hall nous résume l'événement avec l'un des organisateurs. En cette journée de la Terre, il y a un événement assez important qui est organisé aujourd'hui. On est très excités. Oui, aujourd'hui, on organise quand je dis on, c'est le réparté. L'Armée verte de l'École d'Iberville, on organise une grande marche pour la Terre qui va partir de vers 11h30, 11h40 de l'École d'Iberville pour venir à la place de la citoyenneté de Rouyn-Noranda. Grosso modo, ce qu'on souhaite, c'est une activité un peu pour sensibiliser les gens, se réveiller un petit peu, puis souhaiter aussi des changements par rapport à la lutte contre les changements climatiques. Parce qu'actuellement, là, on observe des choses qui sont comme pas normales. Tu sais, les gros feux de forêt de l'année passée, il y a des inondations parallèlement à ça. Il y a comme les deux côtés. Puis je pense que c'est important de se mettre ensemble pour exiger des changements. Puis pour aussi être un peu introspectif et se dire, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup trop de véhicules. Tu sais, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux ce qu'on fait là parce qu'on s'en va droit dans les murs. Pour la marche, on s'attend à combien de personnes, puis ils viennent de où environ? Actuellement, on a environ 300 personnes de confirmées, soit des écoles, soit des CPE. Puis à ça va se rajouter la population qui va vouloir bien venir. Là. Fait que, on espère minimalement 3 personnes, puis on espère beaucoup plus que ça de gens. Là. Ouais, puis est-ce qu'il y a autre chose organisée après la marche? Ici, ça va être une forme de micro ouvert durant la marche. Fait que s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, on sait que déjà que Mère au front va venir dire un mot. Il y a l'école alternative qui va dire un mot. Fait qu'il y a plusieurs prises de parole, je crois, qui va se passer. Selon vous, c'est quoi les enjeux environnementaux qui pressent le plus ici en Abitibi-Témiscamingue? Tu sais, je pense que trouver des façons de favoriser le transport en commun, ça serait déjà un gros plus. Tous les circuits courts, dans le sens qu'on reste loin de l'Abitibi. Comment encourager plus nos maraîchers pour être plus autosuffisants, parce qu'à chaque fois qu'on prend une banane qui fait X milliers de kilomètres, c'est quand même un enjeu. Ce qui est dommage avec les changements climatiques, c'est que ça nous touche pas tout égal. C'est rarement les personnes plus fortunées qui sont touchées par les changements climatiques. Fait que ça, c'est quand même un enjeu majeur. Fait que favoriser un équilibre des richesses. Et d'ailleurs, en ce jour de la Terre, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue déclare ses engagements en éco-responsabilité. Ça passe notamment par le principe de transversalité, d'interdisciplinarité, de justice sociale et d'inclusion, ou encore pour le savoir des Premières Nations. L'UQAT s'engage à le faire, que ce soit dans le cadre de ses activités d'enseignement ou de gouvernance. Plusieurs initiatives sont déjà en cours, comme l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre de l'établissement. Et toujours en lien avec le jour de la Terre, la ville d'Amos dévoile sa politique de développement durable qui a été adoptée lors de la séance municipale du 15 avril dernier. Les explications de Kémilia La Liberté. Préserver l'environnement tout en maintenant son développement économique, c'est la direction que désire prendre la ville d'Amos. Et elle se dote ainsi d'une nouvelle vision collective de développement durable qui découle de sa planification stratégique 2020-2030. Ça faisait longtemps qu'on parlait de se doter d'une politique de développement durable. On n'en avait pas en environnement. Fait qu'on a décidé de la faire pour chapeauter un peu toutes nos politiques. On est en 2024, là, on veut être éco-responsable. On fait déjà beaucoup de mesures écologiques. Maintenant, de pouvoir le cristalliser dans une politique puis de l'annoncer à nos citoyens, ça démontre qu'on veut vraiment tendre vers l'amélioration. La politique compte 21 champs d'action sur lesquels l'administration municipale veut se pencher et repose sur 4 grandes orientations: environnementale,
socio-communautaire, économique et gouvernance. On veut diminuer notre empreinte au niveau de l'asphaltage, on veut améliorer le verdissement, mais on veut aussi améliorer nos berges. Là, je suis plus du côté écologique, mais en même temps aussi, on veut améliorer le transport en commun, on veut s'assurer qu'il va y avoir plus de transport actif encore. Le maire d'Amos, Sébastien Dastou, estime que les citoyens vont également devoir faire partie de la stratégie. On espère aussi que la politique va transcender un peu dans notre économie, dans nos commerçants, dans nos citoyens. Alors, c'est pas juste la ville qui peut faire du développement durable, il faut que la ville, ses citoyens, en face aussi. Alors, toutes les bonnes pratiques qu'on va mettre en œuvre, on espère que les gens vont adhérer. La municipalité s'engage donc à se doter d'un plan d'action en environnement et en transition écologique qui devrait s'échelonner sur les prochaines années. C'est une politique qui pourra peut-être être revisitée dans 5 ans ou dans 10 ans, mais chose certaine, ça va devenir une de nos politiques phares qui va gouverner l'ensemble de nos politiques. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Amos. Les travaux de réfection d'un ponceau à Pressac tardent à débuter. La structure s'est affaissée il y a un peu plus d'une semaine sur le chemin des pêcheurs à la suite des pluies abondantes des derniers jours. Et la municipalité dit être toujours en attente de réponse du Bureau régional de la sécurité civile du ministère de la Sécurité publique. Le maire de la localité nous confirme que des ingénieurs ont été contactés la semaine dernière et que les documents requis ont été envoyés au MSP. Par contre, il nous a été impossible de rejoindre la direction régionale de la sécurité civile. Une résidente du secteur touchée par l'important détour déplore la lenteur du processus de réfection du ponceau. On est 149 citoyens qui vivant l'autre côté du trou. Moi, avec mon autobus scolaire, si je passe par la traverse de la Motte, qui est notre seul chemin d'accès, j'ai 1 heure de transport à faire, 1 heure de voiture à faire pour me rendre au village. Il y a un bon samaritain, on ne sait pas c'est qui, mais on le remercie infiniment, qui nous a installé une passerelle par-dessus le ponceau qui est parti à la dérive. Puis on peut passer par là. Donc, on laisse nos autos sur l'autre côté de la rivière. Donc, on a comme un trajet plus normal, là. On n'est pas vraiment tenu au courant par la municipalité. Il manque un peu de communication entre eux et nous. La seule réponse qu'on a, c'est que le dossier suit son cours. D'ailleurs, la circulation se fait en alternance sur la route 395 entre la rue des Tilleuls et le chemin Jacob à Amos. Le ministère des Transports procède à d'importants travaux pour la reconstruction du ponceau qui avait cédé sous la force de la pluie abondante des derniers jours. La route est également appelée à être entièrement fermée et un détour sera proposé aux automobilistes. Bon, on passe en santé maintenant puisque c'est dans notre région que les gens qui se rendent dans une ou l'autre des urgences y passent le moins de temps au Québec avant de voir un médecin. La moyenne régionale se situe à 12,2 heures et c'est du moins ce qui ressort du 15e palmarès des urgences au Québec du ministère de la Santé et des Services sociaux. En Abitibi-Témiscamingue, le centre hospitalier de Rouyn-Noranda est celui qui se porte le mieux avec une moyenne de séjour de 11 heures et 6 minutes, ce qui lui vaut une note de A-. Et on reste dans le domaine dentaire puisque dans le cadre du programme québécois de Ceylan dans les écoles primaires et secondaires de la région, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue atteint ses objectifs de couverture. En 2022-2023, 93% des élèves de 2e année du primaire ont été dépistés pour le besoin de Ceylan. Et parmi les élèves ayant un besoin de Ceylan, 91% des élèves en ont bénéficié. Au secondaire, c'est 82% des élèves de 2e année qui ont été dépistés. Et parmi eux, il y avait 70% des élèves qui ont reçu leur Ceylan. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les délais d'attente pour un rendez-vous dentaire sont raisonnables dans la région? Malheureusement, on a eu un petit problème technique, donc on ne peut pas avoir les réponses cette fois-ci. En éducation, les travaux d'agrandissement de l'installation du CPE Bonaventure sur l'avenue Québec à Rouyn-Noranda ont officiellement débuté. L'extension sur 2 étages permettra l'accueil de 26 enfants supplémentaires et le chantier devrait prendre normalement 5 mois. Des mesures pour assurer la sécurité des enfants jouant à l'extérieur sont en place.
Sur un autre sujet, les 5000 employés de la Société des alcools du Québec pourraient tomber en grève mercredi et jeudi. Dans la région, ça pourrait représenter 70 syndiqués potentiellement touchés. Et pour l'instant, le syndicat se dit plutôt insatisfait des négociations en cours. Et c'est pourquoi il va mettre en exécution son mandat de grève obtenu le mois dernier. On rappelle que le syndicat demande des protections contre les vagues d'abolition de postes comme celle ayant mené à la suppression de 64 emplois dans différentes régions du Québec. Et il veut également des horaires plus stables, exemple pour les employés à temps partiel. Dans le secteur minier maintenant, la députée solidaire Alejandra Zaga Mendez a profité du passage de la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, à Gatineau aujourd'hui pour présenter la vision de son parti politique pour les mines du Québec. Et selon elle, 4 chantiers doivent être exploités pour un meilleur avenir minier. Et on parle de la hausse des redevances minières du Québec, l'instauration d'un BAP obligatoire, l'abolition aussi de la préséance de la loi sur les mines, ainsi que la création d'un pouvoir discrétionnaire à la ministre des Ressources naturelles. J'ai eu la chance d'aller en Abitibi aussi, rencontrer des acteurs qui se posent des questions parce que des fois, on fait un développement qui est de façon un peu plus désordonnée. Quand on fait l'encadrement, comme je le dis, on peut hausser les bénéfices économiques et de l'autre côté, mieux protéger l'environnement et les populations. On n'est pas contre ce développement, nous le reconnaissons. Il va falloir avoir des minéraux stratégiques et critiques pour le développement de la filière batterie, entre autres pour le développement de l'électrification du transport. Ceci étant dit, la question qu'on se pose, c'est à qui profite ce développement? Est-ce que ça va profiter encore et toujours à des multinationales étrangères qui partent pas seulement avec la ressource, mais avec les bénéfices économiques? Ou est-ce que ça va profiter à nos régions? Est-ce que ça va se faire avec l'accord et l'écoute des populations, de nos populations autochtones, dans le respect de l'environnement? L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Dans moins d'une heure, c'est le lancement du livre La dernière si on la perd de Geneviève Bélan et Henri Jacob. Ça se passe à la bibliothèque de Val-d'Or. On vous dit le sujet du livre dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est du 22 au 24 mars dernier que s'est déroulée la 18e édition du tournoi de hockey des Chevaliers de Colomb de Chapais. Cet événement a permis d'accueillir 21 équipes de Chibougamau, Chapais et de l'extérieur de la région. Des bourses de plus de 12 000 $ ont été distribuées et cela a généré plus de 25 000 $ en retombées économiques. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La microbrasserie Le Prospecteur a remporté les grands honneurs lors de la 44e édition du Gala de l'entreprise de la Chambre de commerce de Val-d'Or samedi dernier. L'entreprise est donc repartie avec le prix de l'entreprise de l'année ainsi que celui investissement de 3 millions de $. La soirée animée par Mathieu Dufour a permis d'honorer 31 finalistes et de couronner 18 lauréats qui se sont démarqués au cours de la dernière année. Parmi les prix spéciaux, la Sopfeu gagne le prix spécial du jury pour son travail exceptionnel face aux feux de forêt. Et toujours culturel, un tout nouveau balado verra le jour en Abitibi-Témiscamingue. Le projet souhaite mettre de l'avant les réalités méconnues des personnes issues de la diversité sexuelle dans les régions du Québec hors des grands centres. Anthony Dallaire. Faire sortir les régions du placard. Voilà la mission que s'est donnée Dominique Paquin-Raymond et Abélia Rose Audette en mettant sur pied un balado destiné à la communauté LGBTQIA+, des régions. Le but, c'est de mettre de l'avant la diversité sexuelle et de genre, dans le fond, mais avec une réalité, avec une perspective régionale. Fait que nous, on est deux femmes cis lesbiennes, mais on aimerait ça aller chercher quand même des réalités qui sont pas juste la nôtre, là. Donc, des personnes qui, avec la transidentité, des personnes des homosexuels, etc. Parler d'homoparentalité. Pour les deux jeunes femmes originaires de la région, il est plus qu'essentiel de briser les sentiments d'isolement et de solitude que vivent les gens de leur communauté. Elles veulent donc mettre de l'avant des invités issus du milieu queer des régions. On n'est pas représentés comme à Montréal. On parle de Fierté Montréal, on parle de la Pride. Les gens sont au centre-ville. Il y a du monde
qui leur ressemble, il y a du monde qui comprenne leur réalité. Ici, on n'en a pas, on peut se sentir seul, on peut se sentir moins seul. Ça va être des modèles pour les jeunes, des modèles peut-être pour du monde comme nous qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui vivent en région depuis des années puis qui n'ont jamais assumé leur identité de genre, leur identité sexuelle, puis qui vont faire « Hey, mais crime, c'est correct en région de le vivre. » Dominique et Abélia Rose se disent agréablement surprises du retour positif vis-à-vis leur projet toujours embryonnaire. Elles affirment déjà avoir été approchées par plusieurs événements et par des personnalités publiques. Ce que ça nous dit, dans le fond, c'est qu'il y avait un besoin puis qu'on répond très humblement à ce besoin-là. On vise pour l'instant à faire une première saison de 8 épisodes tournés en Abitibi-Témiscamingue et aux îles de la Madeleine. Si on voit que l'engouement est encore là à ce moment-là, après la saison 1, bien, pourquoi pas parcourir les autres régions du Québec puis faire une saison 2 avec, je sais pas, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay. Puis, est-ce qu'on pourrait faire bouger ce podcast-là partout au Québec? Ça serait vraiment cool. Le dévoilement des premiers épisodes devrait se faire en juillet de cette année et ils seront disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Anthony Dallaire pour RNT Nouvelles. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et en ce jour de la Terre, Justine, c'est le lancement du livre La dernière si on la perd. Et dans ce livre-là, Geneviève Belland et Henri Jacob échangent sous forme de correspondance leurs pensées et idéologies par rapport à notre planète et sa fragilité. C'est ce soir à 19h que le lancement a lieu au service culturel de la ville de Val-d'Or. Vous pouvez assister au lancement du livre à une soirée d'échange et de réflexion avec les auteurs et quelques invités spéciaux en ce jour de la Terre. Dans le livre, on peut aussi retrouver une préface faite par Richard Desjardins. On le sait, là, ayant cofondé l'organisme l'Action Boréale avec Henri Jacob il y a plusieurs années de ça. Ça n'a pas trop été difficile de le convaincre de faire la préface du livre. Et la dernière, si on la perd, c'est une collaboration, un échange et surtout un projet qui permet à tous de comprendre les enjeux que vit notre planète. C'est un peu de ça qu'on essaye de discuter, puis parce que moi, je suis d'une génération plus avancée que Geneviève, et voir un peu dans ces deux générations-là, en tant que militants, comment nous, on voit les choses. Puis Geneviève a des enfants, moi j'ai des petits-enfants, on a deux de nos petits-enfants, moi un petit-fils et Geneviève son fils, qui eux autres aussi sont très préoccupés et d'ailleurs à la fin du livre, on leur laisse un peu de place pour répondre à ces questions. Je voulais dire que le fait que ce soit sous un format de correspondance, je pense que ça rend tout ça un peu plus accessible. En fait, c'est les premiers commentaires que j'ai reçus, c'est des personnes qui sont peut-être un peu moins engagées parce que tu sais, la façon d'échanger peut-être est moins aride qu'un essai pur et dur. Et Justine, un livre de recettes va aider à l'agrandissement de la maison du compagnon de La Sarre. Et oui, le livre de recettes, les recettes de Jackie va complètement vous ramener dans les cuisines de votre grand-maman. C'est Madame Jacqueline Rivet qui nous partage son savoir culinaire. Madame Rivet est habituée d'aider à la maison du compagnon, surtout pendant le temps des fêtes. Et elle a voulu partager ses recettes qui sont bien ancrées dans sa mémoire, mais qu'on va maintenant pouvoir retrouver sur papier. Et elle va pouvoir donner tous les fonds amassés à la maison du compagnon qui va pouvoir offrir de nombreux services grâce à leur agrandissement. Josiane Michaud, la directrice clinique de la Maison du Compagnon, et Émile Larose, la directrice adjointe de la Maison du Compagnon, sont très heureuses de ce projet-là, d'avoir pu travailler avec Jacqueline pour élaborer ce livre rempli de recettes qui font vraiment chaud au cœur. Oui, puis j'appelle ça un livre de recettes de mamie. C'est toutes des recettes maison, à l'ancienne, vraiment avec la touche de Jackie aussi, là, puis ses manières de parler. Parce qu'il a fallu quand même le monter d'une certaine manière parce on s'entend que Jackie, elle y allait et tout d'une manière, comment on pourrait dire? À l'œil. À l'œil, c'est ça. Fait qu'il a fallu changer, mais on retrouve des potes à la viande, des grands-pères. C'est vraiment, je trouve, c'est ça. Ça nous rappelle les recettes de nos grands-mères. À travers du livre, là, on va voir quand même des petits bouts d'histoire aussi du pourquoi, parce qu'elle s'est toujours débrouillée avec pas grand-chose. Dans le temps, c'était comme ça. Elle avait ses enfants, puis elle cuisinait, puis avec les bases. Fait que c'est aussi de reconnecter avec toutes les bases, dans le fond, que nos grands-mères faisaient.
Et en terminale, l'encan TVA Abitibi-Témiscamingue est enfin de retour depuis ce matin et ce jusqu'à dimanche prochain, le 28 avril. Beaucoup d'articles sur lesquels miser pour cette nouvelle édition. Des barbecues, un bateau Pélican, un pédalo Monaco Deluxe, des vélos électriques, des tondeuses, un coupe-bordure, une scie à chaîne, une enceinte Samsung et un ordinateur portable Dell. Ça inclut même pas toutes les cartes cadeaux qu'il y a aussi de disponibles. C'est donc le moment idéal d'encourager nos entreprises et commerçants de la région. Alors rendez-vous au encantvaaabitibi.ca. Bonne mise tout le monde! Et c'est la fin pour les skis de Rwanda dans les séries. La Meute s'incline devant les Tigres de Victoriaville par la marque de 5-3. On revient sur le match dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies de Rouyn-Noranda sont éliminés des séries. La Meute s'incline devant les Tigres de Victoriaville par la marque de 5-3 vendredi dernier au Colisée des Jardins. Samuel Savoie a inscrit 2 des 3 buts des Huskies et en troisième période, c'est André Lochko qui s'est chargé du dernier filet de la saison des Huskies. Les Tigres gagnent donc la série 4-1, ce qui les mène en demi-finale pour affronter les Voltigeurs de Drummondville. Toujours au sport, les conquérants de la Sarre sont les champions de la Coupe Chevrolet 2024 dans le M18 2A. Ils ont gagné contre l'Express Rive-Sud de justesse par la marque de 3-2. Le premier but a été marqué en première période par Anthony Saint-Amand et les 2 derniers buts ont été inscrits en deuxième période par Zachary Provencher et Ludovic Roy pour atteindre la victoire. Et on termine le bloc sport avec les Astrelles du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont rayonné au championnat provincial de badminton collégial qui s'est tenu au collège Bois de Boulogne en fin de semaine. Amy Tremblay et Sarah Prince ont remporté la médaille d'argent dans la catégorie double féminin. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, on aura un tout petit peu de pluie dans la région. Ben oui, on ne pourra pas s'en échapper. Là, on voit déjà les nuages qui viennent s'installer. Ce soir et cette nuit, partout en région, ça va être assez nuageux avec quelques rafales de vent et un minimum de 5 degrés. Pour demain, en Abitibi, ça va être nuageux avec des averses qui vont débuter le matin, mais aussi des rafales de vent à 50 km/h en après-midi et un maximum de 9. Presque pareil au Témiscamingue, ça va être nuageux avec des averses, mais par contre, un maximum de 7. Je vous ai préparé un petit aperçu pour mercredi. Le soleil revient enfin. En Abitibi, ça va être ensoleillé avec un maximum de 1. Et au Témiscamingue aussi, le beau soleil va être présent avec un maximum de 2. Du soleil, ça fait toujours du bien, on va se le dire. Ça, c'est sûr. Merci, Justine. Et je termine avec Eliane Massé, qui est la première femme en Abitibi-Témiscamingue à recevoir une ceinture noire en autodéfense de la Fédération mondiale de Kobudo. Elle est élève à Impact Kickboxing Jiu-Jitsu de Val-d'Or. Sur ce, je souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve demain.